Un grand bonjour, chers auditeurs de Radio Corse International, de Télépaèse. Nous sommes aujourd'hui le mardi 5 mai. Le mardi 5 mai, donc, et on va vous souhaiter une toute bonne journée, donc, en ce mardi. Bonjour, salut à tous. Voilà, donc, mardi 5 mai, une date qui reste gravée dans nos mémoires, le 5 mai 1992, avec la catastrophe de Furiani, et une pensée pour tous ceux qui nous ont quittés et tous ceux qui ont été blessés dans cette catastrophe. On va retrouver tout à l'heure comme invité Didier Grassi au micro de Philippe Jam pour se remémorer donc cette catastrophe. Et puis aujourd'hui, il va y avoir des cérémonies devant la stèle, donc pour ceux qui sont dans la région bastiaise ou ceux qui veulent nous rejoindre du côté du stade Armand Cesari, vous êtes les bienvenus. Voilà, donc 5 mai, on va débuter notre matinale avec de la météo, de l'information, avec Philippe Jam. Nous aurons les pronostics hippiques, l'horoscope, comme je vous disais, donc Didier Grassi, qui va venir nous remémorer un tout petit peu avec son ouvrage La catastrophe du 5 mai 92 de Furiani. Et nous aurons aussi, bien sûr, notre philosophe qui sera avec nous, donc aujourd'hui, Christophe Di Caro. Pour l'instant, on va faire un petit détour sur la météo avec Philippe et sur l'information de ce jour. Bonjour Auguste, bonjour à toutes et bonjour à tous. Le temps va alterner les quelques éclaircies aujourd'hui, les passages nuageux et des averses. Le vent d'est sera parfois modéré le long de la côte orientale ainsi que dans certaines régions comme le Nebbio. Les températures maximales s'échelonneront entre 15 et 23 degrés. Sans surprise, Gilles Giovanangeli, candidat de la majorité territoriale, a été élu hier à la présidence de l'exécutif de Corse. Lors de la session extraordinaire de l'Assemblée de Corse, sa liste a recueilli 34 voix sur 49 exprimées, contre 15 pour celle de Jean-Martin Mondologne, le candidat de la droite. À ses côtés siégeront comme conseillers exécutifs Jean-Félix Acquaviva, Guy Armanet, Angèle Bastiani, Vanina Chiarelli-Luzzi, Bianca Fazzi, Lauda Guidicelli Sbragia, Dominique Livrelli, Julien Paolini, Anne-Laure Santucci et Gilles Simeoni. Depuis hier, 11 accusés, dont 9 détenus, comparaissent devant la cour d'assises des Bouches-du-Rhône pour être rejugés. Une cour qui est composée de magistrats professionnels. Ces personnes sont rejugées pour le double assassinat de Jean-Luc Codaccioni et Tony Chilichini le 5 décembre 2017 sur un parking de l'aéroport de Bassia-Porretta. Au premier jour de ce procès en appel, Christophe Quazzelli, l'un des principaux accusés, soupçonné d'être le tireur, affirme être le seul en cause dans cette tuerie. En première instance, en 2024, le procès avait débouché sur 13 condamnations et 2 acquittements. Ce procès sur fond de rivalité entre membres de la Brise de Mer doit durer jusqu'au 3 juillet prochain. Le STC a révélé hier qu'une balise équipée d'un micro avait été découverte dans la voiture du syndicat. Une voiture donc qui est utilisée par plusieurs membres du syndicat. Lors d'une conférence de presse, le STC a dénoncé des méthodes barbouzardes et demande aux autorités de faire la totale lumière sur les faits. Le FLNC a 50 ans, c'est en effet dans la nuit du 4 au 5 mai 1976 que le mouvement clandestin faisait éclater ses premières bombes. 22 attentats commis dans cette seule nuit en Corse, mais également à Nice et à Marseille. Ces revendications étaient alors la langue et la culture corse, l'organisation d'un référendum sur l'autodétermination, la création d'une université, la lutte contre la bétonisation ou encore la lutte contre la colonisation de peuplement. En 1990, des scissions étaient alors intervenues entre le FLNC, entre des membres du FLNC, et ils se scindaient en deux
canal habituel et canal historique. Cette rivalité fera d'ailleurs des dizaines de morts dans chaque camp. En 1998, un groupe dissident, le FLNCD Anonyme, assassinait le préfet Claude Érignac, préfet de Corse. En 1999, une union se faisait entre les divers clandestins à Migliacciaro dans le Fiumorbo avec la création du FLNC Union des combattants. Nouvelle dissidence en 2002 avec la création du FLNC du 22 octobre. En 2014, après les victoires des nationalistes aux élections territoriales de Corse, le FLNC Union des combattants annonçait entamer un processus de démilitarisation. Le FLNC du 22 octobre fera de même en 2016. Mais en 2022, après l'assassinat d'Ivan Colonna en prison, des actions clandestines avaient repris. Aujourd'hui, alors que le processus d'autonomie constitutionnelle se profile, les clandestins restent très discrets. Le 5 mai est également un jour hommage, une journée du souvenir en Corse, celle de la catastrophe de Furiani le 5 mai 1992. Plusieurs actions ont eu lieu ces jours derniers, actions de sensibilisation notamment auprès du jeune public à l'initiative du collectif du 5 mai 1912. Hier, une fresque a été installée aux abords de la stèle de Furiani, près du stade Armand Cesari. Elle retrace la chronologie complète du drame, de l'avant jusqu'à l'après. Ce mardi aura lieu à 17h à la stèle un recueillement, puis à 18h30, une messe sera dite à la cathédrale Sainte-Marie. Merci Philippe, et on vous retrouve dans un petit moment donc pour l'inviter. On poursuit avec les pronostics hippiques. Voilà, avec notre jeune papa Rémi, qui est papa depuis hier. Alors, je ne sais pas si on a l'écrit du bébé, juste du petit garçon juste derrière les pronostics. Et on va aller de côté de Saint-Cloud et de Vincennes pour les pronostics de ce jour avec Rémi. Les pronostics hippiques de Rémi sur Radio Corse International. Bonjour à tous, ce mardi, dans les bons coups du jour, nous serons sur l'hippodrome de Saint-Cloud pour le quintet. Je vais y retenir le numéro 12, Charlie, qui ne devrait pas sortir des 3 premiers. Passons à la réunion de Vincennes, où dans la 6e, le 1, Non d'érable devrait lutter pour la victoire, tout comme dans la 7e, le numéro 9, Nirvana Spirit. Bon jeu à tous. Merci Rémi, et un bon biberon ce matin. On poursuit cette fois-ci avec notre chère et charmante Paxi, et c'est l'horoscope du jour. Et bonjour à tous, j'espère que vous vous portez bien. On se retrouve pour ce mardi pour voir un petit peu ce que l'on a à vous dire. Les béliers, aujourd'hui la communication avec vos proches ou votre entourage proche sera compliquée. Prenez patience, choisissez bien vos mots. Les taureaux, il va falloir accepter la réalité de certains défis, épreuves ou événements que vous n'arrivez peut-être pas à dépasser. Tant que vous n'aurez pas accepté cette vérité-là, vous risquez de rester un petit peu bloqué. Les Gémeaux, aujourd'hui, ça ne sera pas une journée portée à faire des décisions, à faire un choix. Ce n'est peut-être pas plus mal, autant vous n'avez clairement pas la tête à ça. Les Cancers, vous pourriez avoir une émotion assez triste, ou voire même un peu de colère envers quelqu'un qui aurait pu se jouer de vous faire des promesses que cette personne n'aurait au final pas du tout tenues. Les lions, même si les choses mettent du temps, vous allez avoir quand même des résultats positifs dans ce que vous souhaitez et par rapport à quelque chose où vous mettez beaucoup d'espoir ou d'énergie. Soyez patient, ça va venir. Les vierges, les émotions négatives ou mal gérées peuvent vous faire énormément mal au corps. Vous pourriez avoir des douleurs musculaires, des migraines, de la fatigue, du stress ou tout ce genre de choses. Détendez-vous. Les balances, vous allez penser à des changements, à de la nouveauté à mettre en place dans votre vie et vous n'hésiterez pas à passer à l'action quand vous vous sentirez capable de le faire.
Les scorpions, vous pouvez rencontrer une énergie assez stagnante dans le domaine sentimental. Peut-être que ce ne sera pas la journée où vous allez le plus vous comprendre entre vous et votre compagnon ou votre compagne. Les sagittaires, vous n'allez pas avoir toutes les réponses que vous désirez dans les temps que vous avez pu concevoir ou imaginer. Faites preuve de patience, les réponses arriveront avec un peu plus de temps. Les capricornes, vous pourriez avoir des nouvelles d'un ex-compagnon, d'une ex-compagne, de quelqu'un que vous avez fréquenté plus ou moins longtemps dans votre passé. Les Verseaux, il va falloir passer à l'action plutôt que de ruminer et ressasser certains faits du passé qui peuvent être douloureux et compréhensifs, bien entendu, mais si vous ne bougez pas, rien ne se fera. Et enfin, les Poissons, vous avez déjà ce qu'il vous faut pour pouvoir avancer, évoluer, vous avez même les réponses dont vous avez besoin, et en fait, tout est déjà en vous. Vous avez surtout besoin de vous rassurer par vous-même et de vous ancrer davantage pour pouvoir avancer sereinement. Voilà tout le monde, je vous souhaite à tous une très belle journée et je vous dis à bientôt. Voilà pour l'horoscope. On vient nous rejoindre tous les matins, donc sur l'antenne de Télépaèse et de Radio Corse International pour l'horoscope. Et vous pouvez la contacter en privé, vous avez un numéro de téléphone si vous voulez faire un tirage de cartes en privé. On poursuit cette fois-ci, mais avec notre grand philosophe, Christophe Di Caro, avec sa rubrique de tous les mardis. La chronique philosophique de Christophe Di Caro. Mesdames et messieurs, bonjour et merci de suivre une nouvelle fois cette philochronique sur Télépaèse, Estampa Paèse et bien évidemment RCI. Aujourd'hui, nous allons discuter d'un thème que nous avons abordé la semaine dernière au Café Philo de Bastia, qui était « Pardonner, est-ce grandir ?» Alors, quel beau thème qui a donné énormément d'échanges très intéressants. Eh bien, la question du pardon, c'est une question véritablement morale, une question qui pose véritablement notre rapport à l'autre, notre rapport à la blessure, qui est bien évidemment, comme vous vous en doutez, eh bien relatif aux personnes qui subissent les choses. Parce qu'en effet, qu'avons-nous à pardonner ? Alors, ce que nous avons à pardonner, ce sont généralement des choses qui nous blessent. Et pourquoi est-ce qu'elles nous blessent ? Peut-être parce qu'elles nous ressemblent. Comme le dit le poète Jacques Rivière, il n'arrive pas à un homme ce qu'il mérite, mais ce qui lui ressemble. Autrement dit, nous ne pouvons voir que des choses que l'on reconnaît. Dans l'acte d'injure, par exemple, qu'est-ce qui nous touche ? C'est quelque chose qui va faire en sorte, soit que notre ego est touché puisque nous nous projetons sur une réalité qui est parfois narcissique ou parfois fantasmé, on se voit de telle ou telle manière, donc on ne peut pas être insulté d'idiot par exemple. Et donc à ce moment-là, c'est tout un travail sur les représentations qu'il faut faire. Alors pardonner, est-ce modeler ces représentations par rapport à l'injure ou est-ce un acte de soumission ? Pour beaucoup, pardonner, c'est une soumission. Moi, si on touche quelqu'un de ma famille, je ne pardonnerai jamais. Bon. Lorsqu'on regarde un Nelson Mandela, lorsqu'on regarde un Jean-Paul II, lorsqu'on regarde beaucoup de personnes qui ont réussi à pardonner face à la maladie d'un proche ou d'un meurtre, on se dit que peut-être ce n'est pas qu'une question d'ego. Et parfois, le pardon se remet dans quelque chose de plus grand. Autrement dit, il serait plus facile de pardonner lorsque nous avons la foi. Mais oui, la foi en quelque chose de plus grand. Selon Hegel, c'est la téléologie. Tout arrive pour une raison bien particulière, donc tout suit son cours. Ou les stoïciens également vont penser quelque chose comme ça. Et puis, il est beaucoup plus facile de pardonner lorsqu'on se détache des biens extérieurs qui ne sont pas en notre pouvoir de maîtriser. Autrement dit, je suis jeté de mon travail, je viens de me faire licencier, ou larguer, pour parler un peu vulgairement, par ma copine. Qu'est-ce que je fais ? Alors que j'étais très amoureux, alors que je lui ai acheté une maison, je lui ai acheté une voiture, je lui ai acheté un chien, et puis je me retrouve en carafe, elle est partie avec mon meilleur ami. Bon, comment on fait ? Alors pardonner, c'est quoi ? C'est dire, ok, fais ta vie, je fais la mienne, tout va bien. Non, on le sait très bien que ça fait mal, c'est douloureux. Alors pardonner, c'est peut-être aussi se recentrer sur soi et se dire que la véritable force, elle est à l'intérieur. Et que tout ce qui est à l'extérieur, pour être fidèle aux religions archétypales selon Mircea Eliade,
tout ce qui est à l'extérieur, ce n'est pas la réalité, ce ne sont que des interprétations. Et donc à l'intérieur, je suis le seul maître à bord. Marc Aurèle nous le dit dans ses pensées, il faut se réfugier dans son fort intérieur et là nous devenons invulnérables. Autrement dit, on peut dire ce qu'on veut, on peut faire ce qu'on veut, il peut nous arriver ce qu'il peut arriver, eh bien jamais on n'aura ni la haine, ni le rejet, ni l'abjection. Pourquoi ? Parce que tout arrive selon une raison bien déterminée. Alors pardonner à se grandir, c'est peut-être se détacher de ses illusions pour enfin avancer sereinement, même lorsqu'il y a la tempête. Voilà, mesdames et messieurs, pour cette philochronique sur RCI, Télépaèse, Estampes Papaèse. Je vous donne, quant à moi, rendez-vous mardi prochain, même heure, même endroit. Merci. La chronique philosophique de Christophe Dicaro. Voilà, merci à notre philosophe. Un philosophe qu'on retrouve tous les mardis, et puis sur les réécouter, vous l'avez en podcast, et sur les replays de Télépaèse et d'RCI et de Estampes Papaèse. Voilà, je vais en parler en début de matinale. On va retrouver Didier Grassi. On va se remémorer donc cette catastrophe du 5 mai 1992 de Furiani, avec la sortie d'un ouvrage donc en mémoire pour toutes les victimes de cette catastrophe. Didier Grassi et Philippe Jam. Notre invité aujourd'hui, Didier Grassi, à l'occasion de la sortie de son livre témoignage, Turchino Bianco Nero. Didier, bonjour. Bonjour. Alors, il y a 34 ans, le 5 mai 1992, Furiani se préparait une belle fête à Foyane, une demi-finale de Coupe de France face à l'Olympique de Marseille qui dominait à l'époque le football français et même tutoyait les grands d'Europe. Hélas, la fête n'a jamais eu lieu et donc à travers ce livre, vous partagez ce moment dramatique. Pour rappel, à l'époque, vous étiez sur RCI et également sur Europe 1 pour commenter justement les matchs. Oui, effectivement, j'étais sur RCI et d'ailleurs pour commenter ce match, en tout cas pour préparer la retransmission de cette rencontre, j'avais un certain Philippe Jam avec moi, à mes côtés, qui m'avait aidé à préparer cette rencontre. Et j'en parle d'ailleurs dans l'ouvrage. On avait rencontré les joueurs, on leur avait demandé de nous donner des titres de chansons qu'on avait passé tout l'après-midi sur la tribune. On s'était installé très tôt sur la tribune, effectivement. Je pense qu'on devait être les premiers à être présents sur la tribune de presse. Enfin, ceux qui étaient la tribune de presse, en fait, la dernière rangée de la tribune qui avait été construite, la tribune provisoire. Et donc, on était là-haut tous les deux à préparer cette rencontre. Mais effectivement, c'était une fête qui était attendue. Bastia n'avait pas retrouvé ce niveau-là depuis bien des années. Après l'épopée de la Coupe d'Europe en 77-78, la victoire en Coupe de France en 81. Et donc là, on retrouvait enfin un Sporting avec de l'ambition dans cette Coupe de France, mais potentiellement aussi pour retrouver la première division, puisqu'on parlait de première division à l'époque. Alors, pour cette passion du Sporting, je suppose qu'elle est venue bien avant que vous soyez derrière un micro. Oui, elle est venue bien avant. Elle est venue dans les années 70, en 72 plus précisément, et justement lors d'une finale de Coupe de France déjà contre l'Olympique de Marseille. J'ai ce souvenir-là, j'avais 8 ans à l'époque. Mon père nous avait donné un petit peu cette passion-là, puisqu'il avait lui suivi le quart de finale de cette Coupe de France 71-72 du côté d'Avignon, où le Sporting s'était qualifié. Et donc de 72, j'avais ce souvenir d'un petit garçon devant sa télé en noir et blanc, en pleurs, parce que le Sporting avait perdu injustement, bien évidemment, cette finale de 72. Et c'est là que le sang est déjà devenu bleu à ce moment-là. Alors pour restituer ce contexte de ce 5 mai, le Sporting cette année-là était en deuxième division, groupe B, parce qu'il y avait deux groupes à l'époque. Et il y a eu ce parcours remarquable en Coupe de France avec des éliminations de plusieurs grosses équipes, dont Nice, les demi-jurés. Dont Nice, effectivement. Et puis il y avait eu Toulouse également, qui jouait en première division. Et puis ce quart de finale à Bastia contre Nancy, avec ces arrêts de Bruno Valencogne, 3 arrêts successifs lors de la séance des tirs au but, qui nous avaient propulsés donc dans cette demi-finale. Et à chaque fois qu'on a échangé avec Bruno, quelque part, il dit finalement, j'aurais préféré ne pas arrêter ces tirs au but, en sachant bien évidemment ce qui s'est passé après, quoi. Alors, cette année-là, je crois que le GFCA aussi avait fait un beau parcours. Oui, le GFCA avait fait un beau parcours et je commentais
également les rencontres du GFCA dans cette deuxième division, puisque le GFCA évoluait en deuxième division également et avait été éliminé en quart de finale par Saint-Étienne, voilà, par Monaco. Le GFCA avait éliminé Saint-Étienne et avait perdu à domicile contre Monaco. Et donc effectivement, on avait eu deux clubs corses qui avaient fait un beau parcours dans cette Coupe de France 71-72. Et donc arrive 91-92. 91-92. Et puis donc ce 5 mai avec cette demi-finale contre l'OM de Bernard Tapie, et donc ce témoignage que vous apportez dans ce livre. Oui, ce témoignage, alors bon, je le dis souvent, pendant très longtemps, je n'ai pas réussi vraiment à m'exprimer publiquement sur ce qui s'était passé, en tout cas sur ce que j'avais vécu durant ce 5 mai 92. Et puis 20 ans après la tragédie, au moment où la Fédération française de football avait envisagé de jouer une finale de Coupe de France ce jour du 5 mai 2012, ça m'avait paru quelque chose de fou, et donc ça avait provoqué chez moi, comme chez beaucoup de personnes, et notamment du côté du collectif, auquel je n'appartenais pas à ce moment-là, un ressentiment de frustration, de colère même. Comment on pouvait envisager jouer une finale de Coupe de France le jour du 20e anniversaire de la tragédie. Et donc ça m'a libéré quelque part en termes de parole publique. Et puis j'avais rencontré aussi Richard Reichmann, qui signe d'ailleurs la postface de ce livre. Richard Reichmann, qui est anthropologue et psychiatre, et qui, lors d'une conférence qu'il avait donnée à l'IRA de Bastia, où je travaille, il avait parlé du 5 mai, puisque lui-même était présent. Il était jeune interne et il était venu donner un coup de main au centre hospitalier de Bastia. Et en échangeant avec lui, il m'avait dit que j'étais victime du syndrome du survivant, c'est-à-dire ce syndrome qui arrive souvent chez les personnes lorsqu'elles sont victimes d'une catastrophe, d'une tragédie, d'un attentat, et qu'on survit. Eh bien, on se pose des questions par rapport au fait que pourquoi moi j'ai survécu, pourquoi d'autres malheureusement sont décédés. À côté de nous, il y en a. Et voilà. Et tu le sais, Philippe, à côté de nous, on a malheureusement des journalistes, des animateurs qui sont décédés, qui ont eu beaucoup moins de chance que nous quelque part, parce que moi j'estime toujours que je suis chanceux dans cette affaire-là, puisque aujourd'hui je suis debout, je vis normalement, malgré les blessures assez graves que j'ai eues, l'hospitalisation longue que j'ai connue du côté de l'hôpital à Marseille, tout ça fait que donc la parole s'est libérée. J'ai rejoint le collectif, on y reviendra je suppose, oui, on s'est battu. Donc ce livre, il débute quand en fait? Il débute, on en a parlé, il débute en 72, donc justement quand je parle de cette passion pour le sporting, et puis il retrace un petit peu tout ce qui s'est passé autour du 5 mai, donc avant, pendant, après, ce que moi j'ai vécu à titre personnel, et puis ce que j'ai vécu aussi à titre collectif, justement, avec les sœurs Gudicelli, avec Vanina Gudicelli, avec les autres membres du collectif, et puis un petit peu plus tard, avec la Soju Sporting Bastia 92. Alors, ce qu'il faut souligner, moi, c'est ce que je retiens de ce 5 mai, c'est qu'en fait, on était dans l'inconscience totale ce jour-là. Totalement. Parce que moi, je me rappelle toujours être descendu plusieurs fois et avoir vu ces blocs de bois sur l'échafaudage. Voilà. Et on réalisait pas, en fait. On faisait entièrement confiance aux gens. Tout à fait. On était dans la liesse. On n'a même pas entendu, moi personnellement, j'ai pas entendu le speaker qui disait ne tapez pas les pieds. On était, on avait le casque sur les oreilles aussi. Oui, non, mais on était, je confirme ce que tu dis, effectivement. Et puis je me rappelle qu'on avait eu à échanger ensemble. On était dans la ferveur totale. On était quelque part dans l'inconscience. Maintenant, on peut le dire, parce qu'effectivement, lorsqu'on revoit les images et lorsqu'on lit les rapports, puisque moi je les ai lus attentivement, je pense qu'aussi bien toi que moi, on n'était pas des gens inconscients, mais sur ce coup-là, on l'a été aussi comme des centaines de personnes, et tu as raison, je pense qu'on a fait totalement confiance, parce que aussi on nous avait porté des discours de commission de sécurité, on avait vu des pompiers qui étaient présents, même si bien évidemment, et d'ailleurs les jugements l'ont dit, les pompiers ne sont pas responsables de ce qui s'est passé, puisqu'ils étaient là, eux, pour assurer la sécurité, mais pas en termes de structure, et donc du coup,
coup, voilà, on était inconscient, on était dans la ferveur totale et on a vécu cet événement, en tout cas jusqu'à la chute, comme étant une grande fête du football corse. Alors justement, c'est une histoire très intime, personnelle, mais c'est également un hommage à tous ceux qui, ce soir-là, malheureusement, certains ne sont pas revenus. C'est essentiellement ça, hein, je le disais. Moi, pendant longtemps, je vivais mal justement mon statut de survivant parce que j'arrivais pas à comprendre pourquoi moi et pas d'autres. Et comme tu le disais, on avait à côté de nous des gens qui malheureusement ne sont plus parmi nous aujourd'hui. Et d'autres qui sont dans des situations de handicap beaucoup plus importantes que ceux qu'on a pu connaître et que ce que j'ai pu connaître moi. Et donc, du coup, ce sentiment-là, bien évidemment, fait qu'aujourd'hui, à travers ce livre, mais à travers toutes les actions qu'on mène aujourd'hui encore avec le collectif, avec l'asso du Sporting 92, l'objectif, c'est justement de rendre hommage à toutes les victimes, celles qui ne sont plus parmi nous, mais celles qui ont été également blessées gravement, et les autres, parce qu'il y a eu aussi des blessés psychologiques. Oui, Richard Reichmann, dans son post-face dans le livre, le dit très bien. À l'époque, on pensait, et c'est normal, essentiellement aux blessés corporels, mais on avait oublié un petit peu parce que c'était pas quelque chose qui était d'actualité. Et d'ailleurs, la catastrophe de Fouriane a permis justement de prendre en compte aussi les ruptures psychologiques et les problèmes psychologiques qui sont nés de cette tragédie-là. Et donc, c'est rendre hommage effectivement à toutes ces personnes que d'écrire cet ouvrage qui, encore une fois, tu l'as dit, est quelque chose de personnel quand même. Un devoir de mémoire aussi. Et donc, on en parlait à l'instant, il y a eu ce très long combat pour obtenir la sacralisation du 5 mai. Ça aussi, ça a été un combat au quotidien. Oui, collectif. Objectivement, beaucoup nous disaient que c'était qu'on n'obtiendrait pas ce que l'on souhaitait, que jamais les autorités ne gèleraient une date dans un calendrier. Mais bon, voilà, on s'est accroché, on a utilisé tous les leviers. Il y a eu beaucoup de soutien aussi. Il y a eu énormément de soutien. Il y a eu énormément de soutien. Il y a eu cette première, cette pétition qui avait été signée, qui avait reçu plus de 40 000 signatures en quelques semaines. On a rencontré quasiment tous les présidents de clubs qui venaient jouer à Bastia. On a rencontré tous les ministres qui se sont succédés au sport pendant plus de 10 ans. On a rencontré des parlementaires. On a écrit à des candidats aux élections présidentielles. On en a rencontré certains. Donc vraiment, on a fait tout ce qu'on pouvait faire. Et finalement, après un premier échec d'une loi qui avait été portée par le député Gandolf, eh bien, on a réussi quand même à faire bouger les lignes. Alors, à titre personnel, moi j'aurais préféré que ce soit les autorités du football qui prennent la décision sans qu'on passe par la loi, parce qu'aujourd'hui, même si du côté du Sporting, du côté de la Ligue corse de football, d'ailleurs on a signé une convention tripartite avec le Sporting sur les actions qu'on mène aujourd'hui avec le collectif et l'asso du Sporting Bastia 92. Donc même si de ce côté-là, la tragédie est intégrée dans l'histoire du football corse et dans l'histoire du Sporting, on se rend compte que du côté de la Fédération française de football, voilà, il n'y a pas grand-chose qui a été fait quand même. Alors de temps en temps, là maintenant, depuis quelques années, il y a un petit message qui est mis sur les réseaux sociaux le 5 mai, mais pendant longtemps, il n'y avait absolument rien. Et aujourd'hui, la moindre des choses, ça aurait été quand même que la Fédération française de football, puisqu'elle était l'organisatrice à l'époque, puisse reconnaître ses erreurs. Et ça n'a jamais été le cas. Il y a à la Fédération française, où j'ai eu l'occasion de me rendre à plusieurs reprises, ou à Clairefontaine, où je me suis rendu également à plusieurs reprises, il n'y a même pas une petite plaque qui commémore cette tragédie qui reste quand même la plus grande catastrophe du football français. Et par contre, à Marseille, ça c'est grâce au président. Voilà, donc là on a quelque chose de très très fort parce qu'il y a des clubs qui ont souvent soutenu, alors des clubs et leurs supporters qui ont souvent soutenu la démarche du collectif notamment. Il y a eu Saint-Étienne bien évidemment avec ses supporters, mais il y en a eu d'autres également, Valenciennes, Lens, Metz et puis l'Olympique de Marseille qui était aussi acteur quelque part de cette tragédie puisque c'était l'équipe qui était opposée au Sporting. Là aussi on a souvent eu des contacts, mais il y a
ça a été compliqué d'aboutir sur ouais. quelque chose. Et là, force est de constater que le président Longoria, lorsqu'il est venu la première fois aux célébrations, il a été marqué, et moi je me rappelle le voir franchement marqué par ce qui se passait autour de la stèle, et il est revenu à chaque fois, pendant 3 ans, il est venu aux célébrations, il a pris des engagements, et il les a tenus. Il y a donc un espace aujourd'hui qui existe du côté du stade Vélodrome, et qui est consacré avec une réplique de la stèle, qui est consacré à cette tragédie, et ça c'est un signe très très fort, parce que ça veut dire vraiment que la tragédie de Fouriane, ce n'est pas une tragédie corse-corse, c'est une tragédie qui a touché l'ensemble du football français, et donc ça c'est cette action et cet acte de l'Olympique de Marseille à travers son président de l'époque, c'est un acte fort qui nous a beaucoup marqué et qui nous marque encore beaucoup aujourd'hui. Et c'est vrai qu'il y a toute des animations pour sensibiliser le jeune public, et on s'aperçoit quand même que les jeunes ils savent ce qu'est le 5 mai maintenant, la plupart. Je crois que le devoir de mémoire, c'est ça. Je le dis dans l'ouvrage, le devoir de mémoire, il sera maintenu tant qu'on aura des jeunes enfants de l'âge de 10 ans ou un peu plus importants qui sauront de quoi on parle lorsqu'on parle du 5 mai. Le devoir de mémoire, il passe par les enfants, il passe aussi par les adultes, il passe aussi par les supporters. Et l'un des grands succès aussi du collectif, ça a été de réussir à fédérer l'ensemble des supporters sur le continent, de tous les clubs, les ultras, comme on les appelle, qui se sont un petit peu appropriés aussi cette tragédie comme étant la leur aussi. Et ça, c'est un point extrêmement positif. Vous avez fait pas mal d'actions. Tout à fait. Oui, on est amené avec le collectif et dans le cadre du fonds d'action, qui est un fonds mis en place par la Fédération française de football à destination des centres de formation. On est amené à se déplacer souvent sur le continent, rencontrer. On a été à Saint-Étienne, au centre de formation, on a été à Montpellier, on a été bien sûr à l'Olympique de Marseille, à l'ACA, au Sporting encore récemment. Et donc toutes ces actions-là nous permettent effectivement de faire comprendre ce qui s'est passé le 5 mai et surtout de faire passer des messages. Et j'en parle également dans le livre, que le football doit retrouver certaines valeurs qu'il a perdues ces dernières années dans un football qui est devenu plus un business qu'un sport. Et donc ça aussi, c'est des messages qu'on essaye de faire passer. Alors, il faut souligner que les bénéfices de la vente seront reversés au collectif. Hein. Oui, alors, bien évidemment. Moi, l'objet même de cette parution, c'est pas de faire l'argent à titre personnel. Bon, j'en ai pas besoin d'abord, et puis même, c'est pas du tout l'objectif. Ce livre, il est né parce qu'à un moment donné, j'avais écrit certaines choses, mais à titre personnel, et puis en discutant autour de moi, en famille, avec des amis, certains m'ont dit ça serait peut-être pas idiot de faire quelque chose qui puisse rester. Et donc du coup, bien évidemment, il m'a semblé logique et utile aussi que les bénéfices, s'il y en a, j'espère qu'on arrivera à le vendre suffisamment pour qu'il puisse y avoir quelques bénéfices, ils seront reversés au collectif et à l'asso du Sporting Bastia 92. Merci beaucoup, Didier. Merci Philippe. Merci Didier, merci Philippe. On va se refaire un petit point sur les titres de l'information avec Philippe, et puis on se retrouve juste après. Sans surprise, Gilles Giovanangeli, candidat de la majorité territoriale, a été élu hier à la présidence de l'exécutif de Corse en remplacement de Gilles Simeoni. Depuis hier, 11 accusés comparaissent devant la cour d'assises des Bouches-du-Rhône pour être rejugés pour le double assassinat de Jean-Luc Codaccione et Tony Kilikine le 5 décembre 2017 sur un parking de l'aéroport de Bastia Porretta. Le STC a dénoncé hier la découverte d'une balise équipée d'un micro dans la voiture du syndicat. Le syndicat demande aux autorités de faire toute la lumière sur les faits. Le FLNC a 50 ans. C'est en effet dans la nuit du 4 au 5 mai 1976 que le mouvement clandestin faisait éclater ses premières bombes. 22 attentats cette nuit-là en Corse, mais également à Nice et à Marseille. Le 5 mai, c'est également la catastrophe de Fouriani en 1992, journée de recueillement ce mardi à la Stèle, puis une messe sera célébrée en la cathédrale Sainte-Marie. Météo, nuages, averses et quelques éclaircies au menu de ce mardi. Merci Philippe, rendez-vous donc demain, même heure, même antenne. Voilà donc, allez, je vous souhaite de passer une très très bonne journée. Je vous rappelle qu'il y a des commémorations qui sont prévues donc, sur le stade de Fouriani à la Stèle, en hommage donc aux victimes du 5 mai 1992. Je vous invite à y être. Je vais vous souhaiter une très très bonne journée. On vous donne rendez-vous demain sur l'antenne de Radio Corse International, ainsi que celle de Telepaese. Tini de Vurte e ci vediamo domani. Bonjour, salut à tous. Siamo sempre